à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse d'œuvres littéraires. On s'attaque au Mur invisible de Marlene Haushofer, un pilier de la littérature écoféministe. Cette vidéo, je vous l'ai promis depuis quasiment un an maintenant. Je vous avais fait un avis lecture où j'avais partagé mon ressenti sur le Mur invisible et je vous avais dit que c'était une œuvre qui était extrêmement intéressante et qu'il faudrait beaucoup plus s'y pencher, la relire pour pouvoir l'analyser de manière un peu plus exhaustive. Et ceci a été fait puisque je n'ai pas relu une fois Le Mur invisible, mais bien deux fois. Une fois en français, ma première lecture avait été faite aussi en français, et une fois dans la langue originale en allemand. Donc autant dire que ce texte, je pense le connaître assez bien maintenant. Je précise d'avance, cette vidéo va être très très longue, elle m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'heures de lecture, beaucoup de temps et d'énergie pour analyser, donc n'hésitez pas si ça vous plaît à la liker, mais aussi à vous abonner à ma chaîne. On parle de littérature sous toutes ses formes. Et maintenant que la petite promo est faite, je vous laisse avec cette vidéo. Pour rappel, les vidéos analyse d'œuvres littéraires contiennent des spoilers de l'intrigue. Cette vidéo elle est donc soit pour les personnes qui ont déjà lu l'œuvre et qui ont envie d'avoir une analyse plus poussée, ou pour les personnes qui ne comptent pas la lire mais qui ont quand même envie de savoir de quoi ça parle, quels sont les questionnements qui sont soulevés, les thématiques, etc. Et comme vous pouvez le voir, j'ai relevé pas mal de choses très intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques citations quand même pour que vous puissiez avoir une idée, mais elles n'y seront clairement pas toutes. Je vous ai un peu mâché le travail. Ce livre, Le Mur invisible, ou Die Wand en allemand, ce qui veut dire à peu près la même chose sans l'adjectif invisible. C'est un roman et c'est d'ailleurs le plus connu de l'autrice Marlene Haushofer. C'est une autrice autrichienne qui a vécu entre 1920 et 1970 en Autriche. Elle a écrit beaucoup de genres littéraires différents, des albums pour enfants, des romans, des pièces de théâtre, mais aussi des nouvelles. Marlene Haushofer, c'est vraiment une autrice qui touche à tout, mais Le Mur invisible reste son plus grand succès, malgré le fait que, en dehors de l'Autriche, il n'était pas très connu jusqu'à la fin du XXe siècle, voire le XXIe siècle. Ce livre, il a connu un destin un petit peu particulier, puisqu'il y a quelques années, une bookstagrammeuse en avait parlé, et il faut savoir que ça a complètement relancé la machine. Les gens se sont mis à redécouvrir cette œuvre, à la relire, parce qu'elle fait beaucoup écho aux thématiques actuelles, notamment autour du féminisme, mais aussi de l'écologie, de l'écoféminisme, dont nous allons parler tout au long de la vidéo. On s'est remis à le traduire, on s'est remis à le publier, à le conseiller, à le diffuser, et ça je trouve que c'est absolument incroyable, et ça montre que les œuvres, même si elles sont plus anciennes, peuvent toujours avoir une résonance avec notre société actuelle. Mon analyse, elle va essentiellement porter la dimension écoféministe du texte et comment est-ce que l'autrice utilise la forme littéraire pour développer une réflexion politique et sociale. Pour vous faire un petit résumé, et d'ailleurs il va être assez simple, puisque l'intrigue du roman l'est tout autant, on va suivre un personnage féminin dont on ignore le nom, ça aussi c'est quelque chose qui est très très notable dans ce roman et qui est très original. Le personnage principal, la personnage principale, ne porte pas de prénom. On ne sait d'ailleurs pas exactement quel âge elle a, on sait qu'elle est dans la quarantaine, mais on ne sait pas vraiment où exactement. Cette femme va se retrouver isolée du reste du monde dans un chalet dans la montagne autrichienne. Elle était venue rendre visite à une amie et à son mari. Ces deux personnages décident d'aller en ville pour faire quelque chose et donc laissent la maison à la narratrice. Sauf que la narratrice patiente, elle patiente. Ils ne reviennent toujours pas alors que la nuit vient de tomber. Elle passe la nuit et le lendemain matin, elle se rend compte qu'ils ne sont toujours pas là et qu'un mur invisible la sépare maintenant du reste du monde. Elle n'a accès qu'au chalet et à une partie de la montagne, mais elle peut pas aller plus loin. On est donc dans un décor assez minimaliste, assez épuré, très naturel, complètement post-apocalyptique, ce qui fait qu'on considère aussi Le Mur invisible comme une œuvre de science-fiction. Cet isolement va être d'une part l'occasion pour la narratrice d'expérimenter la solitude, de se rapprocher de la nature, mais gardons en tête qu'au-delà de ces aspects très sympathiques et de ce moment pour soi, elle doit aussi survivre, donc trouver à manger, s'occuper des animaux qui sont autour d'elle et de s'occuper d'elle-même. Avant de commencer à se pencher sur quelques citations du roman, je vais vous expliquer très sommairement ce qu'est la pensée écoféministe. On va pas du tout être sur une présentation exhaustive de cette pensée-là, mais il faut quand même
mettre quelques bases pour que je puisse vous expliquer pourquoi ce roman est carrément anticipateur de la pensée écoféministe. Le terme d'écoféminisme, c'est un néologisme qui a été créé par Françoise de Bonne, qui est une féministe française, et ceci dans son ouvrage Le féminisme ou la mort, qui a été publié en 1974. Sauf que, et ça je vous l'ai pas dit, Le mur invisible a été publié en 1963, c'est-à-dire 11 ans avant que le terme d'écoféminisme existe. Ceci pour dire, et ce qui me semble le plus intéressant, c'est que Marlene Haushofer, elle a vraiment créé un travail littéraire qui est fondamentalement écoféministe, mais sans le savoir, puisque le terme n'existait pas à son époque. Ce livre, il ne répond donc pas à une demande de correspondre à un concept qui serait devenu hype, qui serait devenu tendance, mais c'est bien un travail, une œuvre d'art qui est organique et qu'on peut réinterpréter maintenant avec les nouveaux outils de critique littéraire. Et c'est ça tout le sujet et tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'esthétique de la réception, c'est-à-dire que les œuvres littéraires continuent à vivre et qu'elles sont sans cesse réactualisées par de nouvelles interprétations, ce qui fait qu'on peut toujours relire et repenser les mêmes œuvres. L'écoféminisme, c'est un courant de pensée qui établit une connexion entre les oppressions faites aux femmes à l'oppression des animaux, mais aussi la destruction des milieux naturels. Ça nous montre que les deux systèmes de domination, que ce soit d'une part le patriarcat, mais aussi le spécisme, notamment lorsqu'on parle des animaux, sont en fait complètement liés. L'écoféminisme, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, un mouvement de pensée qui va ensuite infuser dans les sphères plus politiques, plus militantes, mais aussi dans la littérature, en créant ce qu'on appelle une esthétique écoféministe. En littérature, ça peut référer à un style, une sensibilité qui donne la place et l'éclat d'abord aux expériences féminines, mais aussi au monde naturel. Et ça propose une réflexion, même au-delà d'une réflexion, une critique du système à la fois patriarcal, mais aussi anthropocentrique. L'anthropocentrisme, en gros, c'est l'idée que l'homme serait plus important que d'autres types de vie et serait plus important que la nature. L'esthétique écoféministe, elle repose énormément sur une analyse et une écriture sensible, subjective, assez portée sur les émotions. Elle met en avant et elle encourage plusieurs concepts comme l'introspection, le fait de prendre soin, que ce soit des autres êtres vivants, mais aussi de la nature qui nous entoure. C'est vraiment un moyen de casser un petit peu la dichotomie qu'on peut avoir entre nature et culture, la raison et l'émotion, l'humain et tout ce qui est non humain, mais aussi les hommes et les femmes. Le langage dans la littérature écoféministe, et c'est le cas dans Le mur invisible, il est souvent poétique, non linéaire, non conventionnel. Je vous l'ai pas dit, mais dans Le mur invisible, on a notamment, et c'est assez rare pour le souligner, une absence totale de chapitres. C'est-à-dire que le livre fait plusieurs centaines de pages, mais on n'a aucune classification, aucun découpage en chapitres. Quand on parle de littérature écoféministe, de nos jours, ce qui peut nous venir en tête, c'est les œuvres de l'autrice polonaise Olga Tokarczuk, qui a été prix Nobel de littérature. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est l'une des autrices les plus connues pour ses œuvres écoféministes. Mon analyse va s'articuler autour de 4 points, 4 angles différents. Et je vais à chaque fois l'illustrer avec une citation du livre. Évidemment, il y en aurait bien d'autres. Et pour que ce soit plus digeste, on va faire comme ça. D'abord, on va penser le genre comme non pas une donnée biologique, mais bien une construction sociale. Ensuite, on va voir comment est-ce que le mur devient une allégorie du plafond de verre. En troisième, on va voir l'opposition entre ce qu'on pourrait appeler, même si c'est à nuancer, les énergies féminines et la violence masculine. Et en quatrième, on va faire une petite ouverture sur la notion de female rage ou colère féminine, un concept qui est plutôt répandu et plutôt à la mode en ce moment. On va donc se plonger dans la première citation que je vais ensuite analyser. Donc là, on est à la page 95 et la narratrice écrit: la féminité de la quarantaine s'était détachée de moi en même temps que mes boucles, mon double menton et mes hanches arrondies. Par la même occasion, j'avais perdu la conscience d'être une femme. Mon corps, plus intelligent que moi, s'était adapté et avait réduit au minimum les inconvénients de mon état. J'avais acquis le droit d'oublier ma condition. Parfois, j'étais une enfant qui cherchait des fraises, puis un jeune homme qui sciait du bois, enfin assis sur le banc, perle sur mes genoux en train de contempler le soleil. Je devenais quelqu'un de très âgé, sans sexe défini. Aujourd'hui, ce charme ambigu que j'ai pu avoir a complètement disparu. Je suis toujours aussi maigre, mais je me suis musclée, et mon visage est recouvert d'un réseau de rides minuscules.
Ce n'est pas que je sois laide, plutôt ingrate. Je ressemble davantage à un arbre qu'à un être humain, une souche brune et coriace qui a besoin de toute sa force pour survivre. Je trouve que cette citation, elle illustre assez bien l'idée que le genre, notamment la féminité, est en fait une construction sociale. Donc ça, cette idée, on la retrouve notamment chez Simone de Beauvoir. Avec la fameuse citation « on ne naît pas femme, on le devient », donc ça c'est dans le deuxième sexe. Dans ce passage, on voit que le concept même de féminité est corrélé avec l'âge de la narratrice. On dit qu'elle a une quarantaine d'années, ce qui est en tout cas ce que la narratrice fait sentir comme un âge plutôt avancé, puisqu'elle parle notamment des rides sur son visage. Et ça, c'est une norme et une vision que la narratrice elle-même a intériorisée. Notamment à cause du fait qu'elle commente en détail son apparence physique et qu'elle se juge elle-même. Aussi, on peut voir que la distance forcée créée par le mur n'est pas complètement un moyen de s'émanciper des normes et des stéréotypes de genre de la société. Mais il peut être un moyen, du moins temporaire, d'oublier sa condition féminine. Et tout l'inconfort, c'est la façon dont elle le nomme, qui découle de cette dite condition. Ça suggère aussi que être une femme, au-delà de la condition biologique, est un rôle qui est créé, qui est construit par des normes qui sont culturelles. Ici, on est sur les normes du milieu du XXe siècle en Autriche. Évidemment, selon les sociétés, les normes peuvent un petit peu bouger et évoluer. Et cette idée, on peut la connecter et la lier à d'autres théories féministes, notamment celle du male gaze et de la self-surveillance, c'est-à-dire le fait, en tant que femme, de toujours se surveiller, de toujours se suranalyser. Et ça, c'est un concept qui a été notamment développé par Sandra Bhakti et qui montre que les femmes sont conditionnées à se voir elles-mêmes toujours à travers le spectre, à travers le prisme des attentes de la société à leur égard. En ce sens, cette citation, elle montre le genre, notamment le genre féminin, comme une performance sociale qui peut s'effacer, mais pas complètement disparaître au moment où les structures disparaissent également. Et ici, dans ce roman, la disparition des structures et de la société, elle se fait grâce au mur invisible qui isole le personnage principal du reste du monde. Deuxième citation, et d'ailleurs celle-ci suit celle que je vous ai lue tout à l'heure. La narratrice écrit « Quand je me remémore la femme que j'ai été, la femme au léger double menton qui se donnait beaucoup de mal pour paraître plus jeune que son âge, j'éprouve pour elle peu de sympathie. Mais je ne voudrais pas la juger trop sévèrement. Il ne lui a jamais été donné de prendre sa vie en main. Encore jeune fille, elle se chargea en toute inconscience d'un lourd fardeau et fonda une famille, après quoi elle ne cessa plus d'être accablée par un nombre écrasant de devoirs et de soucis. Seule une géante aurait pu se libérer, et elle était loin d'être une géante, juste une femme surmenée, à l'intelligence moyenne, condamnée à vivre dans un monde hostile aux femmes, un monde qui lui parut toujours étranger et inquiétant. Elle en savait un peu sur pas mal de choses, mais sur la plupart des choses, elle ne savait rien du tout, et en général, dans son esprit, dominait un désordre effrayant. C'était bien assez pour la société dans laquelle elle vivait, et qui d'ailleurs était tout aussi ignorante qu'elle. Et je dois dire à sa décharge qu'elle en ressentit toujours un malaise diffus, et qu'elle garda la conscience que cela ne pouvait pas être suffisant. Alors écoutez, je ne sais pas vous, mais je trouve que ce passage et cette citation est vraiment poignante, intelligente, et quand on se rappelle qu'elle a publié ce livre dans les années 60, on peut quand même se dire qu'elle était d'une modernité assez bluffante. Dans ce passage, elle va revenir en arrière sur la femme qu'elle était avant que le mur n'existe, une femme qui est complètement surmenée, fatiguée, une femme qui, même si elle vit, ne choisit pas vraiment son existence, qui se retrouve à avoir des enfants parce que à l'époque c'était la norme. Et c'est ici qu'on peut voir une sorte d'allégorie du plafond de verre, puisque la narratrice montre dans la vie avant le mur qu'elle était, encore une fois, piégée dans les attentes que la société lui faisait ressentir, notamment autour de créer une famille, d'être toujours très occupée, d'être dans la performance et dans la productivité. Elle explique bien que seule une géante aurait pu s'échapper de sa condition, et ça montre à quel point c'est compliqué pour une femme, notamment à l'époque, de briser les attentes et de sortir du carcan qu'on va lui imposer. Et c'est pas tant un manque
de volonté ou un manque d'intelligence, même si elle dit qu'elle a une intelligence assez moyenne, mais c'est plutôt la preuve du poids des normes sociétales. Elle dit aussi que le monde dans lequel elle vivait était hostile, qu'il était étranger aux femmes et qu'il n'est pas fait pour elle. Et même si la narratrice à l'époque, et d'ailleurs je pense que Marlene Rosofa elle-même, ne pouvait pas comprendre complètement en quoi ce monde était plus violent et plus restrictif à l'égard des femmes, la narratrice, et je pense derrière l'autrice, ressent un sentiment d'inconfort, ressent qu'elle n'est pas la bienvenue, elle sait que quelque chose ne va pas, même si elle ne peut pas encore tout à fait le nommer. Ici dans ce passage, Marlene Rosofa, elle montre le poids du devoir qui incombe aux femmes et comment ce mur réel dans l'intrigue est plus symbolique dans la vie réelle. Au-delà d'isoler les personnes, peut devenir un espace plus libre où les personnes peuvent finalement s'émanciper et passer outre ces rôles qu'on va leur imposer. Le fait que le personnage principal soit dans ce roman un personnage féminin montre selon moi l'idée de l'autrice qui nous dit que seule une femme pourrait remettre en question ces normes, qu'elle pourrait aussi être plus ouverte et plus clémente avec la nature qui l'entoure. Mais ce poids-là est aussi pour le personnage une grande souffrance. Et donc là, je vous ai trouvé un passage qui est à la page 187, donc on est bien plus tard dans le récit, où elle écrit « J'en ai assez de savoir d'avance que tout me sera enlevé, mais ce temps n'arrivera pas, car aussi longtemps qu'il y aura dans la forêt un seul être à aimer, je l'aimerai, et si un jour il n'y en a plus, alors je cesserai de vivre. Si tous les hommes m'avaient ressemblé, il n'y aurait jamais eu de mur, et le vieil homme ne se serait pas couché près de la fontaine, métamorphosé en pierre. Mais je comprends pourquoi ce sont les autres qui ont toujours eu le dessus. Aimer et prendre soin d'un être est une tâche très pénible, et beaucoup plus difficile que tuer ou détruire. Élever un enfant représente 20 ans de travail, le tuer ne prend que 10 secondes. » Encore une fois, c'est un extrait que je trouve très poignant. Et comme je vous l'ai dit, on a une opposition forte entre ce qu'on appelle maintenant des énergies féminines qui sont plus portées vers le soin, l'amour, et de l'autre côté, on a une violence dite masculine qui serait vraiment portée sur l'avilissement, la domination, la destruction. Dans ce passage, la narratrice, elle montre vraiment l'effort que c'est de vraiment prendre soin des choses, de prendre soin des gens. Elle dit qu'elle restera dans la forêt et qu'elle a une raison de vivre, parce que ça aussi c'est un gros sujet dans le roman. Elle pense plusieurs fois à mettre fin à son existence, mais elle se dit que si elle meurt, personne ne pourra plus s'occuper des animaux, personne ne pourra les soigner, et donc c'est pour ça qu'elle reste en vie, parce qu'elle considère que c'est sa mission. Au début, elle cherche à s'échapper, à trouver une faille dans le mur, mais au bout d'un moment, elle va accepter cette condition-là et elle va mettre un point final sur le fait que sa vie sera comme ça désormais et que le mur existera toujours. Elle dit donc qu'elle restera dans la forêt tant qu'il y aura non pas un être humain, mais une créature qu'elle pourra aimer. Pour elle, il n'y a donc pas de hiérarchie entre les humains et les animaux, elle leur porte la même attention, le même amour, et elle éprouve à leur égard la même responsabilité. Elle compare souvent d'ailleurs les animaux dont elle s'occupe à ses enfants qu'elle ne voit plus et qui sont maintenant d'ailleurs très grands, et en fait elle ne les voyait plus depuis assez longtemps. D'ailleurs, et c'est assez ironique, vers la fin du roman, elle va même dire qu'elle aime les animaux puisqu'elle n'a aimé n'importe quel être humain dans sa vie. Cette attitude, elle est donc profondément écoféministe. Elle challenge la pensée assez courante que les humains sont supérieurs aux autres formes de vie sur Terre. Mais non, elle voit toutes les formes de vie comme des formes qui méritent le respect, qui méritent de vivre, qui méritent de s'épanouir et qui méritent aussi qu'on prenne soin d'eux. Et ceci est à contraster avec la société actuelle qui est remplie de violence qu'on peut caractériser de masculine. Elle explique notamment que porter la vie, que s'occuper des êtres vivants, là elle parle notamment d'un enfant, donc elle fait référence à sa propre maternité. Il faut savoir d'ailleurs que Marlene Rosofa était mère de famille et qu'elle s'occupait également
énormément de ses enfants, donc on peut voir là un petit lien autobiographique. Elle opposerait ce qu'on appelle une énergie féminine plus douce, plus portée vers l'émotionnel et le relationnel, à une violence qui serait plus codée masculine, plus typée masculine, qui est destructrice, assez rapide, assez dominante. Et elle voit aussi le mur comme une sorte de punition, puisqu'elle dit que le mur n'existerait pas si toutes les personnes étaient comme elle, et que le mur existe à cause du comportement destructeur, violent, égoïste des personnes, spécialement dans un monde qui est construit et qui est créé par une domination masculine, et aussi une rupture avec la nature. Aussi, le mur, c'est une conséquence symbolique. C'est comme si la nature elle-même mettait une limite et disait « c'est assez ». Ce n'est pas juste une barrière physique, c'est aussi une barrière mentale, une barrière morale, qui la sépare, elle, de sa nouvelle vie remplie de simplicité et de naturel, de son ancienne vie qui était basée sur la contrainte, puisque le monde dans lequel elle évoluait est ravagé par la guerre, les sociétés très hiérarchisées, très hiérarchiques, et aussi ce besoin sans cesse pour les personnes d'acquérir le plus de pouvoir possible. Comme je vous l'ai dit, le mur, au-delà d'isoler la narratrice, c'est aussi un moyen pour elle de se libérer. Il la protège de la violence de la société et la force à créer et à penser une nouvelle façon de vivre qui serait plus respectueuse des autres formes de vie et qui serait maintenant ce qu'on appelle un petit peu la slow life. Cependant, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, cette dichotomie entre l'énergie féminine et l'énergie masculine est une manière assez binaire et assez simpliste de penser les rapports de force et la société. Parce que si on dit ça et qu'on dit que la narratrice féminine représente seulement la douceur, l'instinct maternel, etc., c'est balayer une partie assez importante de sa personnalité qui peut être parfois beaucoup plus colérique, beaucoup plus active. Et d'ailleurs, si on représente la masculinité uniquement à travers le biais de la violence et du pouvoir, c'est aussi un biais extrêmement simpliste. Parce que dans ce roman, et là on va arriver à la toute fin, il n'y a que très peu de représentation de masculinité, de personnages masculins. Elle va notamment voir, et ça on l'a vu dans la citation d'avant, un homme qui a été changé en pierre, qu'elle voit à travers le mur et qui lui semble assez rustre, assez solitaire. Elle va aussi parler de l'homme, du mari de son ami qui s'appelle Hugo, et elle va dire à quel point il était obsessionnel, à quel point il était contrôlant aussi. Donc on a seulement ces deux visions de la masculinité et des personnages masculins pendant quasiment tout le roman. Et d'ailleurs ces personnages-là, l'homme près de la fontaine, elle va en parler que 2 fois il me semble, au moment de la citation que je vous ai lue tout à l'heure, et Hugo, elle va en parler de temps en temps, mais franchement c'est pas quelque chose qui revient hyper souvent. Sauf que à la fin du roman, et c'est d'ailleurs le climax de l'histoire, elle va être face à ce qu'elle ne pensait pas possible, c'est-à-dire qu'une autre personne est coincée aussi à l'intérieur du mur. Et cette personne, c'est un homme, et elle va tout simplement le surprendre, le voir en train d'assassiner un de ses animaux. Et on a eu tout au long du roman une gradation. D'abord, la narratrice était très passive, elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle n'était pas du tout proactive, et elle a pris progressivement le contrôle, elle a mis en place des choses pour survivre, pour s'occuper des animaux. Elle travaille notamment au champ, donc elle fait beaucoup d'activités manuelles, et elle devient vraiment maîtresse de son quotidien, maîtresse de son existence. Donc quand elle arrive et qu'elle voit cet homme, elle sait, ou en tout cas elle ressent au fond d'elle qu'elle doit absolument faire quelque chose et que cet homme n'a pas sa place dans le monde qu'elle a créé entre les barrières du mur. Ni une ni deux, paf, je vous spoil, elle va prendre un fusil et elle va tout simplement assassiner cet homme. Quand elle le voit faire du mal à son animal, elle va pas hésiter et elle va le tuer et faire preuve et renvoyer autant de violence que cette personne n'en a fait. Et ça, c'est un moment qui est extrêmement signifiant déjà par le fait que ce soit le climax
du roman, mais aussi à cause de sa forte portée symbolique, puisque tout au long du roman, la narratrice vit isolée, où elle prend soin, comme je vous l'ai dit, des animaux, elle va être en grande connexion avec la nature, et cet homme-là, il représente la violence, le danger du monde qu'elle a laissé derrière elle. Un monde qui est marqué par la domination patriarcale, mais aussi la violence, et le fait qu'elle tue de sang-froid l'homme qu'elle rencontre, ça c'est vraiment, selon moi, un acte et un motif qui est très proche de ce qu'on appelle maintenant le female rage, donc la colère féminine. L'acte qu'elle a commis, c'est pas seulement un acte de self-défense, c'est aussi sa manière de rejeter de manière très symbolique la violence masculine, et ça montre que la narratrice, elle est pas seulement une figure, comme je vous l'ai dit, de la gentillesse et du soin, mais elle est aussi capable, quand c'est nécessaire, de faire preuve de violence et de rage. Et dans cette scène finale, l'autrice, elle nous montre une vision très complexe et une vision qui est assez écoféministe, où la rage féminine est justifiée et nécessaire pour protéger la vie, que ce soit la vie humaine, donc sa propre vie, mais aussi la vie des animaux. Ce moment, il me rappelle énormément un trope qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur, qui est la Final Girl. La Final Girl, comme son nom l'indique, c'est la dernière fille du groupe. Souvent c'est un groupe d'adolescents, on a ça notamment dans la saga Scream. C'est la seule qui n'a pas été tuée, c'est la seule qui survit et qui va se retrouver confrontée au tueur. Et la plupart du temps, c'est la seule personne qui reste à la fin et qui est capable de raconter l'histoire. Donc là, je pense que vous voyez le lien entre le trope de la Final Girl qu'on retrouve dans les films d'horreur et la situation qu'on a dans Le Mur Invisible, où la femme principale est la dernière à pouvoir raconter l'histoire du monde, c'est la dernière à pouvoir écrire. Donc dans Le Mur Invisible, le personnage féminin, il prend son rôle de manière très subversive. C'est une survivante et c'est elle qui va tuer l'intrus, le personnage masculin qui va être un intrus. Pour conclure, Le Mur Invisible est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure de la pensée écoféministe, mais comme je vous l'ai dit, c'est a posteriori, puisque le terme et le mouvement n'existaient pas à l'époque de Marlene Hosofa. Le mur, il a à la fois un symbole d'exclusion, exclusion des femmes de la société, l'exclusion de la nature, des animaux, mais c'est aussi, et c'est le plus important, un espace de liberté et d'émancipation. Par contre, Marlene Hosofa n'a pas du tout montré un monde utopique. Au contraire, elle critique la violence et la domination dans son œuvre et nous invite à repenser notre façon de vivre, peut-être plus en connexion avec la nature et les autres espèces vivantes. Au-delà du féminisme, ce roman, il traite d'une question très importante qui est la responsabilité de l'homme, spécialement la responsabilité morale. Par exemple, dans le roman, elle écrit « S'il y a bien une personne dans cette forêt qui est capable de faire les choses bien ou de faire les choses mal, c'est moi. » Donc ici, elle parle plus du tout comme une femme et comme une individualité, elle parle au nom de tout le monde. Et ça montre qu'avec la conscience et l'attention vient également la responsabilité. Les humains font face à des choix éthiques et ces choix éthiques sont toujours là, même quand ils sont seuls. Donc ouais, clairement, en 1963, c'était le cas et c'est toujours le cas actuellement. Donc je pense que c'est pour ça que ce roman a un tel écho et une telle résonance à notre époque. En 63, il y avait la menace de la guerre, on était en pleine guerre froide, il y avait tout ce qui est la menace nucléaire. Donc ça, c'est aussi une interprétation et un angle d'étude qu'on pourrait appliquer au Mur Invisible. Tout ce qui concerne les transpositions qu'on pourrait faire avec l'histoire du XXe siècle, que ce soit la guerre, les conflits, mais aussi tous les enjeux scientifiques autour de la nature, de tout ce qu'on a découvert sur l'écologie. Bref, c'est une mine d'or absolue, on a déjà passé beaucoup de temps et on pourrait passer encore plus de temps, mais franchement, là je peux plus, je suis essoufflée. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, si vous avez encore des questions sur le livre, des questions peut-être un peu plus précises,
Posez-les moi, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus frappé. Quels sont les questionnements que ça a soulevé chez vous? Je serais très curieuse de savoir. En attendant tout ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et pourquoi pas la lecture du Mur Invisible. Je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!